Quand on cesse de vouloir autre chose que ce qu'on a, si on le fait à partir de là, avec assez de sincérité et assez longtemps, eh bien toute chose se dissout. Et un ami me disait, quand tu restes assez longtemps dans le vide, tu te rendras compte que le vide, il est plein de tout. Et voilà pourquoi cette question me bloque un petit peu, parce qu'elle suggère la volonté de faire de nos épreuves. Enfin, tout ça, c'est bien sûr, c'est très relatif au développement personnel, hein, et on veut une recette pour que nos épreuves deviennent des opportunités, mais elles le sont déjà. Il suffit de s'asseoir dedans et d'observer, en fait, d'observer ce qui se passe. Bienvenue dans cette vidéo. C'est la deuxième partie de la rencontre que nous avons eue, Stéphane Schillinger et moi. Et donc, je vous propose de retrouver le lien de la première vidéo dans le descriptif de celle-ci. Bonne vidéo. Comment transformer la lutte ou la rencontre avec les épreuves en opportunités? Comment transformer la lutte ou l'épreuve, les choses difficiles qu'on vit. en opportunité? Il y a beaucoup de choses, je pense, qu'on va trouver les réponses dans ce qu'on a déjà dit, hein, mais sait-on jamais s'il y a un truc qui te vient. Encore une fois, ce qui me vient, ce qui se passe ici, c'est l'observation et le recul avec ce qui est en train de se passer. Cette question me laisse un peu silencieux. Il y a pourquoi est-ce qu'elle me bloque, cette question? Parce qu'il y a sans doute une notion de la volonté de transformer en opportunité. Il y a encore un jeu. Oui, il y a la difficulté d'accepter le jeu comme il est et de vouloir faire le jeu. C'est comme l'enfant dont je parlais tout à l'heure, l'enfant qui veut faire son terrain de jeu à son image et qui refuse de voir que le terrain de jeu, enfin qui a peur que le terrain de jeu éventuel, s'il ouvre, s'il élargit, sera difficile. Donc du coup, il veut transformer pour pouvoir faire comme lui, il va être en sécurité. Et comme... Je pense que dans la question, la question porte en elle la volonté de sortir de ce qui est désagréable. Exactement. Et c'est tout à Ou fait de ça. transformer ce qui est désagréable. Et je pense que quand on s'assoit vraiment, non pas dans la volonté de transformer ou d'en sortir, mais quand on s'assoit vraiment dans ce qui est désagréable, quelque chose se passe. On est plus ou moins tous en train de fuir le vide. Donc bien sûr, on peut le faire à travers l'addiction, à travers plein de choses en fait, hein, à travers la surmentalisation, l'intellectualisation, la narration. Enfin, la liste est infinie puisque le monde est fait de ça, et c'est pour ça que le monde est consumériste en fait, hein. Parce qu'on veut sortir de notre vide existentiel et de cette peur qui est comme un couteau dans le dos et qui nous dit avance par devant parce que derrière tu as le vide. Je pense que le geste de se retourner vers cette chose et de regarder le côté désagréable de l'épreuve que tu nommes ou de la lutte que tu nommes, à un moment, il se passe quelque chose quand on arrête, quand on cesse de vouloir transformer ou de vouloir sortir de l'insupportable. Et on ne parle même pas de la douleur physique parce que c'est encore un autre sujet, mais quand on cesse de vouloir autre chose que ce qu'on a, si on le fait à partir de là, avec assez de sincérité et assez longtemps, eh bien toute chose se dissout. Et un ami me disait, quand tu restes assez longtemps dans le vide, tu te rendras compte que le vide, il est plein de tout. Et voilà pourquoi cette question me bloque un petit peu, parce qu'elle suggère la volonté de faire de nos épreuves. Enfin, tout ça, c'est bien sûr, c'est très relatif au développement personnel, hein, et on veut une recette pour que nos épreuves deviennent des opportunités, mais elles le sont déjà. Il suffit de s'asseoir dedans et d'observer, en fait, d'observer ce qui se passe. Enfin, c'est sans grande conviction ce qui émerge ici à la lumière de cette question. Je suis très contente d'avoir posé cette question. C'est vraiment important, en fait. D'un point de vue bouddhiste, la souffrance provient simplement du gap,
du fossé entre ce qui est et ce que je veux. Donc, à partir du moment où je désire transformer l'épreuve en une opportunité, c'est déjà une génération de souffrance. C'est vraiment ce que je trouve magnifique parce que c'est vraiment exactement c'est exactement mon vécu actuel. Enfin, là où j'en suis, c'est vraiment c'est vraiment toujours, je passe de l'un à l'autre, en fait. Moi-même, en fait, je fais moi-même plein de vidéos qui parlent de cette acceptation, etc. Et je trouve, en fait, ça me fait vraiment sourire et rire. Et ça me fait plaisir aussi parce que plutôt que de m'énerver, je crois que ça me fait plus... voilà, ça me fait de la tendresse à l'intérieur, en fait. Parce que quand je me vois poser cette question, je vois le petit enfant en moi qui a peur et qui a besoin de sécurité, de réponses et de trucs trouvés à l'extérieur. Donc, merci pour ta réponse. Je ne sais pas si elle aidera quelqu'un, mais moi, elle me fait un bien fou. Comment réconcilier nos paradoxes, nos opposés? Et je crois que j'ai plein de questions du genre, en fait. J'ai plein de questions qui veulent absolument avoir des réponses à l'extérieur. On va voir. Comment réconcilier nos paradoxes, nos opposés? Comment parvenir à être en paix avec l'acceptation de qui nous sommes, Ah, avec aller vers le meilleur de nous-mêmes? Ah si, ça c'est une question si. Ah ouais, ouais. Aller vers le meilleur de nous-mêmes. Est-ce qu'on n'irait pas, pour le plaisir du jeu, vers le pire de nous-mêmes et s'accepter à cet endroit? ouais, Cette question, elle me parle beaucoup, en fait. C'est ce que j'explique souvent. Alors, je vais y aller encore une fois à cet endroit-là. On ne veut pas être un connard et on ne veut pas être un génie. Et en fait, personne ne veut être cet être négatif et personne non plus ne veut prendre la responsabilité. Et souvent, c'est encore plus dur hein, d'être un, que sais-je, un génie, un prêtre, un surdoué, quelqu'un au milieu de la scène sur les épaules de qui tout repose avec cette responsabilité de tout. Et en fait, on ne veut pas toucher ces deux bornes parce qu'elles sont douloureuses. Et dans la polarité, quand je parle de connard, qui est un mot que j'aime beaucoup pour me définir, on peut parler d'insuffisant, d'incapable pour les femmes, et surtout dans la culture patriarcale dans laquelle on baigne. C'est je veux pas être une salope, je veux pas être une pute, et je veux pas être une sainte, je veux pas être une prêtresse, je veux pas être Mère Teresa non plus. Et donc, on peut toujours exprimer, alors c'est un réductionnisme, mais on peut toujours exprimer un spectre sur lequel on se trouve avec deux bornes qu'on veut absolument pas toucher. Et donc, comme on ne veut pas toucher ces deux bornes, on fait du ping-pong toute la journée et on devient complètement cinglé parce qu'on se heurte à ces deux choses-là. Une des solutions, c'est que plutôt de rester entre les deux, c'est d'être autour des deux et d'avoir ces deux paradoxes, de les avaler, de les digérer, de les intégrer. Oui, je suis un connard, oui, je suis un génie, mais je ne pourrais être un génie que quand j'accepterai pleinement ma polarité dite négative, qui n'est absolument pas négative, hein, mais qui est une polarité qui me permettra enfin de me voir et me recevoir à cet endroit-là. Souvent, l'addiction est une fuite pour ne pas toucher une des deux polarités. Et donc, on place par-dessus une substance addictive, l'alcool, le cannabis, le sucre, la cocaïne, des choses comme ça, pour nous éviter de rencontrer quelque chose. Et c'est en ce sens-là que cette substance addictive devient, par exemple, un allié pour nous éviter de toucher ce qui brûle et ce qui nous fait mal. Mais ça nous évite également d'aller de l'autre côté. Et donc, on ne peut pas y aller. Et comme on ne peut pas y aller, comme on ne peut pas ressentir cette émotion qui est porteuse d'un message, eh bien, on ne peut pas avancer. Et on est bloqué de ce côté-là, alors qu'il existe tout un spectre inexploré de l'autre côté. C'est, par exemple, c'est Schopenhauer qui disait, je vais juste faire une parenthèse, il disait « La vie est un pendule qui va d'ennui à souffrance ». Et donc, on regarde dans nos relations amoureuses, soit on se fait chier, soit on morfle. Soit on s'ennuie et puis on se rend compte qu'il ne se passe rien, soit on est dans la souffrance permanente et on appelle ça relation toxique, relation karmique, que sais-je. Et en fait, on se heurte à chaque fois. Si on observe, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui cumulent les relations ou qui cumulent une seule relation dans laquelle on évolue entre ces deux polarités, eh bien, on se heurte à l'ennui. Ah, je ne veux plus l'ennui, donc je vais dans une relation et je rencontre la souffrance. Ah, je ne veux plus la souffrance. Et donc, on fait constamment ça.
Ce qui peut être intéressant, c'est de voir ce qui se passe au milieu, là où la souffrance et l'ennui se rencontrent. Et d'un point de vue sexuel, on appelle ça le fantasme. Parce que si c'est du côté de l'ennui, on se fait chier. Si c'est du côté de la souffrance, ça fait mal et ça ne nous intéresse pas. Mais il existe quelque chose dans ce centre-là où quelque chose de magique se passe, où il y a du désir, il y a quelque chose qui se passe et qui met en branle, qui est d'une énergie absolument extraordinaire et qui nous permet d'accomplir des choses extraordinaires. Pour pouvoir rencontrer ce centre, il faut connaître les extrêmes. Pour connaître les extrêmes, il faut s'autoriser à les toucher. Pour s'autoriser à les toucher, il faut accepter de se rencontrer à cet endroit-là. Donc là, je parle du spectre ennui, souffrance, mais on peut parler du spectre connard et génie, ou salope et sainte vierge. Et souvent... Et procrastination ou suragitation. Enfin, oui, on peut aller un peu dans tous les... C'est un peu ça qui me parle en ce moment, la suractivité. Et je me rends compte que je rencontre régulièrement j'ai du mal à être... soit... Bon, il se passe rarement rien, parce que de toute façon, il se passe toujours quelque chose là-dedans. Mais je veux dire, en tout cas, dans les faits, on va parler d'actions concrètes. J'ai tendance à passer par des phases, soit où j'ai pas d'énergie pour l'action, ou trop manque de confiance. Enfin, soit ça y va, mais alors à fond, à fond. Et je sais, hein, de toute façon, je l'avais vu avec toi en consultation, c'est vrai que ce besoin d'aller fréquenter les extrêmes, mais c'est bien beau de le faire, parce que je pense qu'effectivement, c'est intéressant de le faire. Mais ce que je commence à comprendre, c'est que c'est pas une fin en soi, c'est bien d'aller les rencontrer, mais c'est bien d'aller toucher, commencer à toucher la rencontre entre les deux. Ça a été un vrai plus en fait dans ce que j'ai pu voir avec toi. De comprendre que c'était ça qui se jouait pour moi, beaucoup dans plein de domaines, et que eh ben, c'est pas une fatalité, c'est bien, c'est une expérience, et je dois la prendre comme telle parce que j'ai pas à la rejeter. Au contraire, elle m'en apprend sur moi, elle m'apprend à connaître, elle me fait découvrir le monde, moi, enfin plein de choses. Mais c'est clair que c'est pas en restant bloqué là ou là et en n'arrêtant pas de faire ça d'un point à un autre sans même passer par là que je vais pouvoir avancer. Et c'est doux, ça devient doux. Même la rencontre avec les extrêmes devient plus douce parce que je sais que ça n'est je commence à comprendre que ça n'est qu'une expérience. Ça n'est qu'une facette du diamant que tu es, en fait. Ouais. Et je constate, je crois, que chez la plupart des gens, il y a une surmoralisation qui fait que je ne veux pas être ça. Donc, je ne veux pas être insuffisant, incapable, bête. Et je ne veux pas être ça. Je ne veux pas être le prétentieux, le super visible, la référence, le responsable. Et ces murs sont très étroits. Et chez la plupart des gens, on veut pas. Ce qui se passe, c'est que je ne veux pas toucher ces extrêmes et on devient surmoralisé, surrigide, et puis ça donne lieu à plein de décompensations où certaines personnes vont dire des symptomisations, des maladies, etc. Et puis arrive un moment dans notre vie, en général, je le constate, entre 30 et 40 ans, où on va se dire, bon, allez, c'est bon, je vais aller toucher les deux côtés, je vais aller m'expérimenter, je vais aller me sentir à cet endroit-là, et je vais aller me regarder à cet endroit-là, et on fait du ping-pong. C'est là qu'on commence à bouger, en fait. Et ça, c'est quand on commence à se déconditionner vers 30-40 ans, où on va faire ce que j'appelle se heurter aux limites du soi, ou se heurter au mur de sa personne. Mais c'est pareil, c'est qu'un passage. Il arrive un moment où on arrive à rester ici et à dire je suis cela et ça me va très bien. Et on arrive à rester là et dire je suis cela et ça me va très bien. C'est comme avaler une pièce avec ses deux faces et de dire je suis les deux. Et je me reçois à l'endroit le plus dégueulasse et je m'accepte à cet endroit le plus nauséabond de moi-même parce que je suis aussi cela. C'est pas je suis ça ou ça, je suis ça et ça. Et le fait que je me reçoive dans ces deux extrêmes et que j'accepte ma part de génie et ma part d'incapacité, de nullité, d'impuissance, c'est très important ce mot-là, impuissance, eh bien, il y a encore une fois quelque chose qui s'ouvre. Et la vie devient un terrain d'expérimentation où, et ça donne de l'ampleur, ça donne de l'espace, et on peut enfin respirer et arriver à ce que depuis 5-6 000 ans, on nous explique, cette notion de libération, où on se sent enfin plus libre. C'est aussi... Oui ? Vas-y, je reviendrai après. C'est aussi ce que j'explique quand je dis que le processus ou le chemin que je propose, ces 3 étapes, c'est conscientisation, acceptation, libération.
Et dans libération, on peut mettre éveil ou peu importe la forme que ça va prendre pour les gens. Mais je ne peux pas me libérer de quelque chose que je n'ai pas accepté. Et je ne peux pas accepter de ce que je n'ai pas conscientisé. Donc la conscientisation, la cartographie de ce qui m'a amené à poser des limites, des murs, des barrières sur mon chemin de vie, sur mon terrain de jeu, qu'est l'expérience de cette existence, la conscientisation, c'est 80% du chemin. Ce chemin de conscientisation, de cartographie, du drame existentiel, du théâtre de mon existence, va me permettre de voir et d'attester et de constater les murs que je place sur ce terrain de jeu où je ne veux pas aller. Je ne veux pas être un con, je ne veux pas être un malveillant, je ne veux pas être une connasse, etc., etc. Et le travail suivant, ou plutôt le cheminement suivant, consiste à aller toucher ces murs, aller les caresser, les taguer, les détruire, les enjamber, et regarder que eh bien, derrière ces murs, il y a un autre moi dont je peux faire l'expérience en m'acceptant à cet endroit-là. Donc là, on est dans l'étape de l'acceptation. Et une fois qu'on fait ça, qu'on commence à se jouer de ces murs, à les déplacer, à les supprimer, eh bien, arrive ce qu'on appelle une libération. Et moi, ce qui est bien quand je t'écoute, c'est quand je t'écoute parler, ce qui me vient, c'est le mot joie. En fait, c'est remplacer le drame par la joie. Ou alors accepter qu'on ressent comme un drame et que ça peut aussi être joyeux. Parce qu'une fois, je suis encore en train de séparer. C'est rigolo. Mais vraiment, c'est ça qui me vient. Et c'est vrai que quand je fais ces interviews avec tous ces gens qui m'inspirent et je trouve qu'ils ont des messages importants à passer, de plus en plus, c'est à chaque fois ce ressenti que j'ai en discutant, c'est vraiment que c'est comme s'il y avait la joie en fond. Plutôt que de se focaliser sur le côté impuissance, drame, blocage, mur, de réussir à faire le pont. Et tu vois, quand tu parles de l'oscillation, on la met comme ça. Et ben en fait, ça me fait aussi penser à ce qui vient, ce que tu dis qu'il faut rajouter en fait quelque part pour faire la boucle. Ben, ça fait un pont, quoi. Ça fait un pont. Et l'oscillation, il y a la pesanteur, il y a la pesanteur qui fait que ça fait comme ça, mais il y a aussi le pont qui se construit au-dessus. Je sais pas, ça me fait penser à ça. Et tout à l'heure, ce qui m'est venu, en fait, ça ramène à la culpabilité. Et tu parlais de moralisation, etc. Et en fait, ça me ramène vraiment au fait qu'il y a cette culpabilité qui, moi, j'ai compris que plutôt d'essayer de la contrer à tout prix, il valait mieux que je la rencontre une fois de plus, celle-là. Mais c'est souvent la culpabilité qui fait qu'on ne veut pas aller rencontrer la connasse, le connard, et la simple, le saint, celui qui brille, celui qui réussit, qui a le bon mot, qui a l'aura, qui a la responsabilité. C'est vraiment la culpabilité. La culpabilité, elle est très, très, très présente quand même, hein, en Occident. La culpabilité, et l'opposé de la culpabilité, c'est la responsabilité. Ouais. Ah ouais. Et on ne veut pas rencontrer cet endroit où on ne s'aime pas et où on ne s'accepte pas, dans ce que la société ou la culture va appeler polarité négative. Et de l'autre côté, il y a la responsabilité. On ne veut pas prendre ses responsabilités d'être une personne extraordinaire. Et souvent, quand je suis en travail, en cheminement avec quelqu'un, et que je l'amène à contacter son impuissance, son incapacité, ça va, quoi. Ça va, c'est quelque chose, ça pique, il y a les larmes qui montent, effectivement, c'est douloureux. Mais quand je l'amène à contacter son côté extraordinaire, son génie, là, il y a tout qui bloque, c'est juste impossible, on ne peut même pas le rencontrer. Donc, on voit à quel point la culture nous maintient, la société et ces valeurs patriarcales nous maintiennent dans cette polarité, aux alentours de cette polarité négative, ce qui fait que les gens ne s'expriment pas, les gens ne se montrent pas, les gens se culpabilisent plutôt que de se responsabiliser. Alors, il y a une question qui m'est venue, parce que tout ce qu'on dit, on parle quand même de choses concrètes, mais là, je vais vraiment aller dans du concret. Je me mets à la place de quelqu'un qui nous écoute et qui se dit, bah, c'est bien beau tout ça, cesser de mettre de la moralisation, accepter les polarités, ok, tout ça. Et là, je vais prendre un exemple vraiment bien concret. Comment on fait
parce qu'il y a quand même des choses horribles dans cette société. Je veux dire, il y a de la pédophilie, il y a des crimes, il y a des viols, il y a de la maltraitance sur les animaux, je vais prendre enfin, plein de choses, on détruit la nature, enfin, voilà. Je veux dire, c'est vrai, hein, et même moi, je suis régulièrement là-dedans à me dire, je comprends ce système que finalement, tant qu'on continue à juger, tant qu'on continue à polariser, à vraiment... bah ouais, mais quand même, il en faut un peu de morale, sinon, voilà. Qu'est-ce que tu as envie de répondre à quelqu'un qui te dirait ça? Alors déjà, je lui répondrai en tête à tête. Mm. Le pouvoir du groupe, le pouvoir de la société, le pouvoir de la culture est tellement puissant pour déformer des propos et stigmatiser un individu. On le voit par exemple avec le mouvement woke qui est en train de brûler des livres, de déboulonner des statues, qui est en train d'effacer l'histoire, qui est en train d'effacer purement les erreurs qui nous ont constitués et qui ont fait qu'aujourd'hui, on en fait de moins en moins. C'est toujours des sujets extrêmement glissants et extrêmement sensibles quand il s'agit de les évoquer dans une vidéo qui va devenir un support figé et qui va permettre de sortir les mots de son contexte. C'est pour ça qu'une personne qui se sent activée à ces endroits, quand je parle de ces choses-là, c'est là justement où il y a quelque chose à regarder et à toucher. Et cette chose à regarder et à toucher, elle se fait soit par un cheminement personnel que cette personne va être en mesure de faire seule, ou alors s'il y a manque de discernement et s'il y a vraiment une surmoralisation de l'individu qui va l'empêcher d'évoluer dans l'examen de ces limites qu'elle rencontre et de ces limites qui les activent, c'est là où le stage, ou la consultation, ou un travail personnel avec un thérapeute va trouver tout son sens. Parce qu'il ne s'agit pas de regarder une vidéo et de dire « ça a été dit et c'est inadmissible », qui est cette pente glissante sur laquelle on est en train de se diriger, mais il s'agit de regarder ce qui se passe en soi à la lecture d'une vidéo ou d'un propos d'autrui, et de dire là c'est mon problème à moi et c'est pas le problème du mec qui est en train d'exprimer des choses qui pour moi me semblent inadmissibles, c'est parce qu'on est là dans la projection de quelque chose qui me semble inadmissible. Mais le problème c'est que ça me semble inadmissible et que je souffre à cet endroit-là et que je suis activé à cet endroit-là. Et je ne suis pas en train de dire que tout le mal du monde est inévitable et indispensable. Je suis juste en train d'expliquer que c'est le rythme naturel de la vie, que la mort fait partie de la vie et que l'hiver et l'été, le jour et la nuit font partie du cycle qui sont constitutifs, des cycles qui sont constitutifs de la vie elle-même. La condition humaine, en fait. C'est la condition humaine. Et rejeter l'un des deux va confiner à une souffrance qui va mener à des résistances internes et à l'accusation d'autrui parce qu'il a dit ça. Et donc, c'est une pente glissante sur laquelle je n'irai pas publiquement, mais je vais systématiquement l'évoquer et l'explorer en tête-à-tête ou en groupe parce que ce n'est pas quelque chose qui peut être théorisé. Il n'y a pas de réponse toute faite. Mais quelque chose qui peut être vécu, traversé et rencontrer individuellement. En fait, c'est justement ça qui est quand je t'écoute, c'est ça, c'est finalement justement ce type de réaction qui est révélatrice de tout ce dont on est en train de parler, en fait. Absolument. Alors, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais finalement, c'est le cœur du... avec cet exemple-là, de quelqu'un qui dirait ça. Mais ce quelqu'un, je ne sais pas s'il est en chaque personne, mais moi, dans les personnes que je rencontre, dans mon cercle, on est très souvent vraiment je trouve pas le mot, on est en discussion, on est en interrogation sur ce truc, parce qu'il y a une part de nous qui sait que oui, effectivement, ça ne fait que parler de nous et de nos limites, et il y a une autre part qui résiste à se dire, mais quand même, non, quoi. Et c'est vrai que c'est vaste, c'est à la fois hyper puissant, hyper fort et dérangeant, parce que ça touche effectivement, je pense, ça touche à ce qui en nous résiste. Ouais, c'est le mot résiste, la fameuse lutte et la résistance, quoi. Ouais. En tout cas, merci de ta réponse. Enfin, merci ouais, je trouve ça bien. Une résistance et une lutte qui, au niveau sociétal,
est absolument nécessaire pour qu'on puisse continuer à vivre en société. Mais les intérêts de la société, les intérêts de l'individu sont souvent pas les mêmes. Et la question, c'est comment remplir les intérêts de l'individu sans porter préjudice à la société. Et cette rencontre cette lutte, hein, individu-collectif, s'exprime également dans un cercle et dans une systémique familiale. Et cette rencontre et ce mariage et cette union entre ces deux intérêts qui peuvent paraître contraires ne peut se faire qu'à travers l'expérience personnelle et pas à travers l'écoute de discours publics. Voilà, moi je plaide beaucoup à travers mes livres ou mes interventions sur la valeur incommensurable de l'expérience directe, en fait. Là, on est en train de mentaliser pour un petit peu dégrossir et d'ouvrir des portes vers des sujets qui vont pouvoir intéresser des gens. Mais le fond du travail, quand on rentre en interaction thérapeutique avec quelqu'un, ou quand on va s'isoler dans la jungle, ou quand on va faire de l'alpinisme, ou quand on va faire l'amour, ou faire du sport, c'est bien l'expérience directe à travers laquelle on accède à une compréhension plus profonde des mécanismes qui nous animent et qui viennent moraliser ou qui viennent enfermer notre existence et nous faire souffrir.